La Grande École vous présente la macroéconomie par Pascal Bédard. Cours 3. Rendement et taux d'intérêt. Bonjour. Alors, au dernier cours, à la dernière séance, on a parlé d'indicateurs macroéconomiques. Puis, les deux dernières séances, on a parlé de macroéconomie en général, comprendre l'économie à travers l'analyse de certains indicateurs comme le PIB, l'inflation. On a expliqué un peu ce qui était l'indice des prix à la consommation. Donc, aujourd'hui, on commence avec le cours fondamental qui est celui sur les rendements et les taux d'intérêt de façon plus générale. Donc, premièrement, commençons avec une réflexion sur qu'est-ce qu'un rendement ou un taux d'intérêt. Bien, évidemment, c'est quelque chose qu'on obtient lorsqu'on place des fonds dans les marchés financiers. Donc, lorsque je me départis de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de l'épargne, lorsque je mets de l'argent de côté, finalement, dans un véhicule quelconque financier, sur lequel on va revenir dans quelques minutes, bien, je sacrifie maintenant du pouvoir d'achat pour plus de pouvoir d'achat plus tard. Donc, lorsque je place des fonds dans les marchés financiers ou que je prête de l'argent à quelqu'un, à un ami ou peu importe, je sacrifie du pouvoir d'achat maintenant en échange de pouvoir d'achat futur. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait ça? Bien, on appelle ça du lissage intertemporel. C'est-à-dire qu'en économie, il y a la conception qu'on gagne de l'argent avec notre effort de travail pendant une certaine période de notre vie. Et avant cet effort de travail-là, on est emprunteur net la plupart du temps. Par exemple, un étudiant typique, il est en besoin de fonds, donc soit qu'il emprunte de ses parents ou bien il emprunte du gouvernement ou peu importe, il trouve des fonds quelconques. Et après ça, il y a une phase active de travail. Donc, des fois, il y a des interruptions, évidemment, mais en gros, il y a 35-40 ans de phase active de travail vraiment, pendant laquelle la personne, tranquillement, au fur et à mesure que sa carrière avance, bien, devient de plus en plus épargnant net, donc place des fonds pour un jour recevoir des fonds à l'avenir. Il arrive que ces placements-là que les gens font ne sont pas conscients. Alors, même si quelqu'un, dans beaucoup de pays industrialisés, même si quelqu'un ne met pas de fonds de côté, comme consciemment, là, vraiment dans son compte de banque, par exemple, c'est en train d'arriver automatiquement parce que la plupart des pays industrialisés ont ce qu'on appelle des fonds de pension publics. Donc, ce sont des ponctions qui sont faites sur le chèque de paie de la personne et aussi sur la masse salariale de l'entreprise, qui évidemment influence les salaires, on a déjà parlé. Et tout ça, bien, finalement, c'est de l'épargne forcée. Finalement, le gouvernement force les gens à épargner. Puis, plus tard, lorsque la personne prend sa retraite, bien, elle va obtenir ce pouvoir d'achat-là avec, évidemment, un certain rendement. Donc, le sacrifice de consommation provient du fait que nous faisons du lissage intertemporel. Et ce lissage intertemporel-là, bien, il va dépendre d'une certaine impatience des gens. Donc, il y a des gens qui veulent dépenser et consommer maintenant le revenu, en général, et il y a d'autres gens qui veulent placer des fonds pour l'avenir. Donc, parfois, ça, c'est culturel. Hein? Donc, c'est connu, par exemple, qu'en Asie, en général, il y a une culture d'épargne. Ça, c'est généralisé en Asie. Ça, c'est des données, là, le montrent clairement. Donc, les Asiatiques ont une culture dans laquelle les gens ont tendance à épargner énormément. Tandis que dans certains pays industrialisés, par exemple, en Amérique du Nord en particulier, les États-Unis et le Canada en particulier, il y a une culture de dépense. Donc, les gens ont moins tendance à épargner. Il y a de l'épargne beaucoup quand même, là, on s'entend. Mais les gens ont moins tendance à épargner par rapport à leur revenu qu'ailleurs dans le monde. L'Europe, c'est un peu un entre-deux. Donc, il y a une bonne culture d'épargne en Europe. Mais c'est entre l'Asie, je dirais, et l'Amérique du Nord. Donc, le facteur d'impatience, donc à quel point est-ce que je suis prêt à sacrifier du pouvoir d'achat maintenant pour plus tard, bien, dépend de facteurs culturels, donc je viens d'en parler. Il dépend aussi de l'âge, donc où on est rendu dans notre vie. La plupart du temps, les gens de 0 à 30 ans, là, plus ou moins, là,
sont des gens qui ont besoin d'aide ou de fonds ou de crédit ou d'emprunt. Donc, on dit qu'ils sont en besoin net de financement. Ils sont emprunteurs nets. De 30 à 60 ans, là, pour faire large, 60-65 ans, les gens sont plutôt épargnants nets, surtout de 40 en fait, surtout de 40 à 60 ans, là, les gens sont épargnants nets. Donc, mettent des fonds de côté, préparent leur fonds de pension et tout. Et à partir d'à peu près 65 ans, les gens sont débiteurs nets, c'est-à-dire ils redeviennent en fait preneurs nets de fonds, mais là, dans ce cas-là, ils reprennent leurs propres fonds, la plupart du temps, placés par le passé. Donc, il y a évidemment des considérations à travers le temps lorsqu'on met des fonds de côté. Et le premier qui nous vient en tête, c'est combien va valoir l'argent que je mets maintenant, combien ça va valoir dans 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. Donc, la valeur de la monnaie et la valeur des montants futurs dépend de plusieurs choses. La première chose qui nous vient en tête, évidemment, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les prix augmentent dans l'économie. On le sait, ça, malheureusement. Donc, les prix ont tendance à augmenter en général dans l'économie. Donc, c'est sûr que si je place des fonds sous mon oreiller, par exemple, donc sous forme liquide, là, pure, ces fonds-là perdent du pouvoir d'achat à chaque année. Parce que les prix dans l'économie augmentent et le montant qui est sous mon oreiller, lui, il demeure le même. Donc, la plupart du temps, les gens veulent essayer d'obtenir un rendement, c'est-à-dire un rythme auquel le montant lui-même augmente à chaque année, au moins équivalent à l'inflation qu'il y a dans l'économie. La monnaie liquide, donc la monnaie papier qu'on a dans nos poches, cette monnaie-là, elle a quelque chose de chouette, c'est que c'est très liquide, c'est-à-dire qu'il est facile de faire des transactions avec cette monnaie-là, n'est-ce pas? Mais elle a quelque chose de moins chouette, c'est qu'elle perd du pouvoir d'achat à chaque année, parce que le montant lui-même, nominal, le chiffre lui-même que j'ai dans mes poches demeure le même, disons 100 $, alors que les prix dans l'économie en général augmentent. Donc, le pouvoir d'achat diminue à chaque année. Donc, la première considération lorsqu'on place des fonds, c'est de réfléchir au fait qu'il faut au moins couvrir notre pouvoir d'achat contre l'érosion de l'inflation. Et donc, on voit poindre à l'horizon une intuition fondamentale, c'est que les taux d'intérêt en général, donc c'est-à-dire les rendements sur l'épargne, les taux d'intérêt en général, c'est du rendement sur l'épargne, vont être influencés par l'environnement inflationniste. Les endroits dans lesquels, les pays dans lesquels il y a énormément d'inflation, vont avoir tendance à avoir des taux d'intérêt élevés, évidemment. Et les endroits dans le monde où il y a moins d'inflation vont avoir tendance à avoir des taux d'intérêt plus bas. Et c'est effectivement le cas. Lorsqu'on regarde là, dans les données, c'est effectivement comme ça. Donc, les endroits dans le monde où il y a beaucoup d'inflation, les taux d'intérêt sont élevés et moins d'inflation, les taux d'intérêt sont bas. Donc, il semble y avoir une relation, une corrélation positive, en fait, entre taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt de marché, donc le rendement sur l'épargne, et l'inflation dans l'économie en général. Et effectivement, on y vient dans 2 secondes, il y a une relation directe qui vient de la relation de Fisher, on y vient dans 2 secondes, l'équation de Fisher. Donc, on a parlé du fait que le rendement sur l'épargne, c'est un taux d'intérêt essentiellement, et il faut tenir compte de l'érosion du pouvoir d'achat de la monnaie pure à travers le temps par l'inflation, et il faut tenir compte aussi de la valeur des montants futurs que nous allons recevoir. Donc, un montant futur que je vais recevoir en termes de paiement, là, je parle. Donc, si je reçois, par exemple, de 200 $ dans 1 an ou dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que ça va avoir comme pouvoir d'achat? Bien, si on me promet aujourd'hui de me donner 100 $ dans 1 an, je préférerais que cette personne-là me donne le 100 $ aujourd'hui, parce que je pourrais le placer puis obtenir un rendement sur ce même 100 $-là. Donc, ça, c'est un autre principe fondamental des marchés financiers et de l'épargne en général, et des placements, c'est que 1 $ aujourd'hui est mieux que 1 $ demain. Parce que le dollar d'aujourd'hui, je peux le placer et obtenir un rendement
Alors que le dollar que tu me donnes demain, bien évidemment, je ne peux pas obtenir un rendement dessus, je vais l'obtenir seulement demain. Donc, il y a deux choses à avoir en tête maintenant. L'érosion du pouvoir d'achat des placements à travers l'inflation, le phénomène d'inflation, et la valeur future des montants qui, évidemment, on préférerait avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça, évidemment, que le fait qu'un dollar aujourd'hui est même mieux qu'un dollar demain, bien, il faut compenser la personne pour le fait de se départir de fonds et recevoir des fonds seulement dans le futur avec un rendement, justement. Donc, ça, c'est les grandes intuitions pour comprendre les dynamiques de taux d'intérêt. Maintenant, allons-y plus en détail. On va faire la dissection d'un taux d'intérêt. Alors là, vraiment, on met notre chapeau là, de chirurgien. On va prendre un taux d'intérêt et on va l'ouvrir un peu comme on ferait une dissection d'un animal. On va regarder à l'intérieur d'un taux d'intérêt, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Premièrement, un taux d'intérêt, lorsqu'un économiste parle de taux d'intérêt, vraiment ce qu'il a en tête, c'est rendement. Hein? C'est le rendement que le prêteur obtient sur le fait de prêter à quelqu'un. Dans la réalité, le prêteur, dans nos imaginaires, là, les gens là, en général, là, le prêteur est représenté par une banque, en gros. Hein? Donc, on va voir quelqu'un dans une banque, on dit « je veux obtenir soit un prêt hypothécaire, un prêt pour m'acheter une voiture, un prêt, peu importe, tout ça de prêt ». Et la banque nous octroie, ou non, mais disons qu'elle dit oui, elle nous octroie du crédit et elle représente un prêteur. Mais dans le fond, pour la science économique et pour une vision macro de l'économie, la banque n'est qu'un milieu. Elle obtient des fonds des déposants, ça j'en ai déjà parlé, et elle se tourne de l'autre côté et elle prête à des gens qui ont des besoins. Donc, elle prend des fonds d'agents économiques, passez-moi le jargon, qui sont en capacité nette de financement. Donc, ils ont une capacité nette à financer d'autres agents économiques. Et de l'autre côté, il y a des gens, des entreprises, des gestionnaires, ainsi de suite, des gouvernements aussi, qui sont en besoin net de financement, ils ont besoin de fonds, et ils reçoivent des fonds à travers le processus d'intermédiation financière. Donc, les banques sont une espèce de milieu entre les deux. Donc, allons-y avec la dissection d'un taux d'intérêt. Je vais continuer quand même dans une veine assez intuitive pour que les gens vraiment comprennent là, de quoi il en retourne. Supposons que je vous dis, je vais vous prêter 100 $ aujourd'hui et vous allez me rembourser dans un an. OK? Donc, c'est ça l'entente. Alors, on signe un contrat, c'est bon. Mais là, il y a des détails à ajouter. Je vais vous charger un taux d'intérêt. Je vais vous charger un taux d'intérêt. Donc, si je vous prête 100 $ aujourd'hui et vous me remboursez, par exemple, 110 $ l'année prochaine, c'est un taux d'intérêt de 10 %. C'est un taux d'intérêt de 10 %. Donc, qu'est-ce qui va déterminer le 10 %? Donc, le taux d'intérêt nominal de marché qui va être écrit dans le contrat de prêt. Qu'est-ce qui va être déterminé? C'est sûr que si je suis le seul octroyeur de fonds, j'ai un monopole sur l'octroi de crédit. Je suis la seule banque qui existe. Bien là, j'ai un monopole. Donc, évidemment, comme on en a parlé lorsqu'on a parlé du sujet sur les monopoles et le pouvoir de marché, je peux charger un gros prix et je vais le faire. C'est pour ça qu'on veut évidemment de la concurrence dans le marché du crédit. C'est très, très important. Et effectivement, il y a beaucoup de concurrence dans le marché du crédit. Il y a plusieurs institutions financières. C'est pour ça, évidemment, que les taux d'intérêt ne peuvent pas être astronomiques. Donc ça, c'est le premier principe. La concurrence dans les marchés du crédit va influencer, évidemment, les taux d'intérêt qui vont être octroyés, qui vont être chargés aux clients. Il y a d'autres éléments aussi. Donc, premièrement, les marchés financiers en général, puisqu'ils obtiennent des fonds prêtables, on appelle ça des fonds prêtables, des fonds disponibles pour être distribués de l'autre côté. C'est de l'épargne, hein? C'est de l'épargne. Les fonds prêtables, c'est de l'épargne. Donc, puisque les fonds prêtables arrivent d'un côté et sont distribués sous forme de crédit de l'autre, bien, la rareté relative, donc offre et demande, hein, on en a déjà parlé beaucoup, donc la rareté relative des fonds prêtables va influencer le taux d'intérêt de l'autre côté. Si les fonds prêtables sont rares, je devrais dire relativement rares, bien, les taux d'intérêt seront élevés parce qu'évidemment, là, les gens ils vont avoir de la difficulté à trouver du crédit. Il n'y aura pas beaucoup d'épargne à distribuer sous forme de crédit de l'autre côté.